Merci Olivier Cadic d'être avec nous pendant cette première demi-heure pour présenter les Français établis hors de France. Vous êtes membre du groupe Union Centriste ici au Sénat et vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Vous revenez du Rwanda, on va en parler longuement dans quelques instants, mais d'abord on a entendu hier ce discours d'Emmanuel Macron, ce long discours d'Emmanuel Macron, près de 2 heures à la Sorbonne. Est-ce que vous adhérez à sa vision de l'Europe ? Il a délivré une vision stratégique, faire comprendre à chacun la menace qui pèse sur l'Europe, sur l'Union européenne. Effectivement, aujourd'hui, il y a un affrontement entre deux mondes. Celui qui est issu des Lumières, donc nos valeurs, démocratie, liberté d'expression, face à un monde de soumission, celui de la Chine, celui de M. Poutine, celui de l'Iran, qui met la population en soumission. Donc il y a cet affrontement de ces deux mondes, et effectivement, ça pèse sur les démocraties. Il y a différents niveaux de menaces, et le président en a parlé hier. Il parlait de l'immigration, c'est le résultat du trafic d'êtres humains, qui a un impact sur les démocraties. Il y a le trafic de drogue, il en a parlé. Il y a les cyberattaques. Donc tout ceci sont des outils qui font partie de la guerre hybride à laquelle nous sommes confrontés. Et l'Europe doit s'organiser de façon, je dirais, avec une architecture qui lui permette de répondre, où on a vraiment cette union des forces pour combattre ceux qui nous font une guerre. Alors, il y a une guerre hybride, mais il y a aussi une guerre directe, ouverte, et on le voit en ce moment, ce qui se passe en Ukraine, et c'est effectivement face à ça aussi qu'il faut préparer l'Europe, et donc avoir nos propres moyens, nos propres forces pour pouvoir répondre. De quelle manière ? Parce qu'il a parlé d'une initiative commune en matière de défense. Quelle doit être cette initiative ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Jusqu'où il faut aller en matière de défense commune ? Eh bien, là, c'est justement, c'est au chef d'État de l'Union européenne de se mettre d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à 2017, c'est que Emmanuel Macron a réussi à incarner une autre vision de l'Europe qu'il avait lancée à la Sorbonne, et donc de faire en sorte que, justement, il avait commencé à parler justement d'industrie de défense européenne. Et regardez le chemin que nous avons parcouru depuis 2017. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte de l'importance de la frontière des pays de l'Est, des pays baltes, de la Pologne, de la Roumanie. On est en train de préparer justement nos forces pour pouvoir bloquer la frontière Est, pour bien montrer à M. Poutine qu'il y aura une réponse si jamais il y a une attaque. On ne laissera pas les États baltes tout seuls face à M. Poutine. Donc il y a maintenant, on a tous pris conscience que notre destin était commun. Encore faut-il se donner les outils. Parce que par rapport à 2017, là où nous n'avons pas avancé assez vite, c'est l'industrie de défense européenne. Et on voit bien que beaucoup d'Européens continuent à acquérir des équipements américains. Donc simplement, ça ne n'aide pas au développement d'une industrie qui nous est propre. Et donc c'est ça l'enjeu que pointe le président de la République. Et en ce sens-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est important que nos industriels de l'armement puissent se reposer sur des niveaux de commandes suffisamment importants. Sinon, ils ne seront pas présents le jour où on aura besoin d'eux. Vous parliez de la question de l'immigration. Il en a également parlé. Il a vanté le pacte asile-immigration qui a été voté il y a quelques jours au Parlement européen. Et puis il a insisté sur le fait que l'Europe devait retrouver la maîtrise de ses frontières extérieures. C'est une question de souveraineté, a-t-il dit. Est-ce qu'il a raison là-dessus et est-ce que ce n'est pas aussi une manière de répondre au Rassemblement national à quelques semaines des européennes ? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut expliquer à tout le monde qu'en fait, nous sommes face à un trafic d'êtres humains, qu'en Afrique, on présente à des jeunes, on leur dit « Oh, tu joues au football, mais tu peux faire joueur à Paris Saint-Germain ou à Chelsea » ou aux jeunes filles « Oh, mais tu es jolie, tu vas pouvoir être gravure de mode, tu vas pouvoir travailler dans la mode. » Et on leur fait croire des tas de choses. Alors, il y a ceux qui ont l'argent, qui vont payer aux trafiquants donc le droit de passage, et il y en a d'autres qui vont se retrouver, qui vont devenir esclaves dans des camps, parce qu'il faudra bien payer le voyage. Ou alors cette jeune fille qui va rentrer dans un réseau de prostitution, qui va se faire avoir et qui quelques années plus tard va devoir appeler ses parents. On va lui dire soit tes parents payent, ils vendent leur maison pour te racheter, ou alors on vendra tes organes. C'est ça la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'il faut expliquer à nos compatriotes. Il faut expliquer ça aux Européens. L'an dernier, il y a plus de 500 000 migrants qui ont passé la frontière au Mexique, aux États-Unis. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir des camps de tentes à Washington. Vous le voyez à New York. Nous sommes face à un
conflit hybride. On nous envoie des milliers de gens. Ces gens-là sont des victimes. Il faut appréhender le problème, non pas simplement en Mais se ça disant... veut dire que c'est pas suffisamment fait. Ça veut dire que le pacte asile et migration, pour vous, il n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est évidemment faire ça, mais il faut aller sur le terrain, il faut aller en Afrique, il faut aller là où je dirais, les migrants partent, il faut aller construire, il faut aller déjà déconstruire le discours des trafiquants d'êtres humains en expliquant bien qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. L'avenir ne sera pas rose s'ils arrivent en France, en Europe et qu'ils n'ont pas le permis de travail. Ils vont se retrouver à faire la plonge dans des conditions très difficiles. Ils vont être victimes eux-mêmes de trafiquants d'êtres humains qui seront sur notre sol, qui vont les exploiter. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller faire de la prévention, il faut aller leur expliquer. Il faut démonter ce trafic d'êtres humains. C'est ça, on est victime de ça. Il faut appréhender le problème, non pas en se disant c'est normal qu'il y ait des vagues de migrants, mais vraiment en comprenant que ceux qui suivent ce chemin-là, ce sont des gens qui sont des victimes de trafiquants. On va à Clermont-Ferrand, on retrouve Gilles Lallose. Bonjour Gilles, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des éditions du Puy-de-Dôme au journal La Montagne. Gilles, à lire dans vos pages aujourd'hui un article sur les demandeurs d'emploi seniors. Vous êtes allé à leur rencontre, que vous disent-ils ? Ce qu'ils nous disent, c'est qu'avec l'échec des négociations entre le patronat et les syndicats sur l'assurance chômage, le gouvernement reprend la main et donc, à compter du 1er juillet, les règles changeront pour les demandeurs d'emploi, avec notamment dans le viseur les seniors, justement. Pour eux, la durée d'indemnisation a déjà été ramenée au 1er février de 27 à 22 mois et demi pour les demandeurs d'emploi âgés de 53 à 55 ans et de 36 mois à 27 mois après 55 ans. La Montagne a donc collecté, comme vous l'avez dit, des témoignages, dont celui d'Hélène, 53 ans, bac+5 en gestion commerciale internationale, qui vit près d'Orléans et qui nous explique qu'en 5 mois de chômage, elle n'a pas eu un seul entretien. Assistante de direction trilingue, Rachel, 57 ans, est elle au chômage depuis août 2023. Elle s'est rendue compte que lorsqu'elle ne met pas d'indice sur son âge dans ses candidatures, elle est reçue en entretien. Mais les entreprises préfèrent des profils juniors. Les plus de 55 ans restent en moyenne 806 jours au chômage, quand tous âges confondus, cette moyenne est de 370 jours seulement. Pour l'exécutif, la proportion de 60-64 ans titulaires d'un poste devra s'élever à 65% à l'horizon 2030, alors qu'elle n'était que de 36% en 2022. Pour vous, monsieur le sénateur, pensez-vous que cet objectif est réaliste et comment l'atteindre ? D'abord, ça fait un certain temps qu'on voit bien qu'en France, passé un certain âge, il est difficile de retrouver un emploi et que quand on fait des comparaisons au niveau européen, on est plutôt un pays qui est à la traîne de ce côté-là. Ce qui veut dire que c'est bien systémique, la difficulté chez nous. Et comme vous le dites, je crois que c'est difficile de dire c'est de la faute de l'un ou de l'autre. Les gens ne se reprennent pas un job tout de suite. Parfois, les employeurs, effectivement, ont du mal à recruter parce que aussi pèsent sur eux d'autres coûts. Ils le savent avec le fait qu'on se rapproche de la retraite. Donc il y a des difficultés supplémentaires. Je pense que le Premier ministre, Gabriel Attal, a pris des décisions et donc là, j'ai envie de dire, faut appuyer donc la dynamique qu'il veut enclencher. On a un objectif à atteindre, ça va se voir en termes de chiffres, mais on a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que si les entrepreneurs ne se mettent pas eux-mêmes à comprendre que recruter des gens qui ont de l'expérience, même si, je dirais, ils peuvent avoir d'autres points de faiblesse, parce qu'effectivement, quand on est plus jeune, on est peut-être plus malléable, on accepte peut-être plus facilement un certain nombre à faire des sacrifices. Ceci étant, aujourd'hui, il faut quand même qu'on comprenne tous qu'on a un vrai sujet à traiter, que quand on a 55 ans, on a encore de très belles années devant soi à vivre au niveau professionnel, qu'on a beaucoup à apporter à une entreprise, parce que quand on a de l'expérience, effectivement, on ne part pas forcément droit dans des fausses bonnes idées. Donc, on sait aussi former une nouvelle génération. Donc, on a besoin de tout. On a besoin de tout pour faire un monde. On a besoin de juniors, on a besoin de seniors. Souvent, à l'international, moi, je vois des VIE qui sont envoyés pour aller s'attaquer à l'international.
moi je dis toujours, pour aller gagner des marchés à l'international, c'est comme jouer la Champions League. Vous ne mettez pas un junior pour gagner des nouveaux marchés. On a besoin de gens expérimentés, par exemple à l'international. Et donc pour toutes ces entreprises, je leur dis, il faut aussi trouver une place aux seniors. Et la personne dont vous parliez, ça prouve bien, si elle cache l'âge et qu'elle a le job ou qu'elle a l'entretien, ça prouve bien qu'il y a un sujet qui n'est pas forcément du côté des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Merci Gilles Lallose, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à la une de La Montagne, c'est une vaste question. Que va changer l'intelligence artificielle? Dossier à lire aujourd'hui dans vos pages. Merci beaucoup Gilles Lallose d'avoir été avec nous. Merci Olivier Cadic. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.